Ce qui se passe est très très grave. Et ça continue, ça augmente, et ça banalise. La structuration des relations sociales des personnes LGBTI+, ça fait peur. Parce que les gouvernements savent que les réseaux sont très dangereux. L'amour est subversif. Ça peut changer beaucoup de choses parce que quand tu es amoureux, c'est un peu un moment de la folie. C'est pas très rationnel toujours. Et ce moment de folie, il faut l'enfermer. Si on n'est pas solidaire avec ces gens-là, demain, ça va arriver ici. Bonjour Pinard, bonjour Julie. On s'est rassemblés tous les trois parce que ça nous a semblé nécessaire de discuter un petit peu de ce qui se passe en Russie, de cette chasse ouverte aux personnes LGBT+. Cette chasse, elle s'est intensifiée depuis pas mal de temps et donc on a voulu un petit peu en parler avec toi, Pinard. Pinard, je te présente rapidement. Donc tu es en France depuis une quinzaine d'années, je crois. Tu as été arrêté et torturé, emprisonné et torturé en Turquie il y a 25 ans à cause de tes recherches. Tu as toujours été une militante LGBT, également une militante féministe. Tu connais un petit peu tous les systèmes de répression en Europe, tu as beaucoup voyagé aussi. Et puis tu enseignes à l'université de Nice depuis 2016, puisque tu es sociologue. Donc ça nous a semblé intéressant de parler un petit peu de tout ce qui se passe en Russie par rapport à ça. Si tu as des choses à rajouter par rapport à ma présentation. Très bien. Ça te va? Ouais. Parfait. En Russie, après une dépénalisation de l'homosexualité, donc en 1993, donc suite à la chute du Mur de Berlin, on s'aperçoit que depuis 10 ans, on a une espèce d'obscurantisme immense qui s'est abattu sur les milieux LGBT+. Cet obscurantisme nous a mené donc le 30 novembre dernier, jeudi 30 novembre, à ce que la Cour suprême de Russie décide que, je cite, il faut bannir les mouvements LGBT+, puisque apparemment pour eux c'est une propagande décadente occidentale. Alors ma première question, qui est notre première piste de réflexion, c'est pourquoi en fait les mouvements LGBT auraient une propagande et quelle est cette propagande qui inquiéterait tant les milieux russes, entre autres? Moi, je pense que ce n'est pas propre au milieu russe. L'idée de défendre un amour libre et qui sort du cadre du système hétéropatriarcal, c'est un danger en général pour tous les dictateurs, mais surtout pour les fascismes. Parce que les fascismes, les systèmes militaristes surtout, ont besoin de l'ordre. L'ordre politique a besoin de l'ordre social. L'ordre politique peut se fonctionner s'il discipline la vie des gens. Donc il a besoin de la famille, mais de la famille, non, pas n'importe quelle famille. La famille qui a des fonctions, qui a des structures, etc. et qui va être complémentaire du système de l'État. Et donc, la vie quotidienne des gens doit être réglementée. L'amour ne doit pas exister. Toutes les personnes doivent vivre ce que a créé cet ordre. Et c'est pour cette raison-là que les féministes ont dit le privé est politique. Et les fascistes ont bien compris ça. Le privé est politique. Le fait que tu fais amour avec qui, dans quelle position, même des choses qui nous paraissent très biologiques, c'est très très politique. Les relations sexuelles doivent être réglementées. Et dans ce contexte-là, parler de l'amour libre, parler de l'amour tout court, c'est subversif. Je connais beaucoup le contexte turc. Quand il y a une petite ouverture, les discours homophobes baissent. Mais quand la Turquie, par exemple, il y a une intensification de la guerre avec les Kurdes ou les guerres transfrontalières, tout d'un coup l'homophobie. Et je vois que c'est pas seulement parce qu'ils veulent l'ordre dans la société, mais aussi ils veulent mettre en avant la masculinité hégémonique. Oui, c'est le virilisme, parce que du coup, c'est depuis le début de la guerre en Ukraine que ça s'est beaucoup accéléré, cette montée de l'homophobie, jusqu'à maintenant, le fait que les militants et les LGBT+, risquent des grosses peines de prison.
Mais effectivement, on peut peut-être mettre en lien aussi ce recrutement de Poutine des hommes dans la guerre, et donc être un homme viril. En fait, c'est hyper important pour ce pouvoir-là, non? Tout à fait. Ouais. Parce que en Russie, il y avait les personnes LGBT plus depuis longtemps. Il y avait toujours. Mais ça crée une pique parce que maintenant, ils mobilisent la population dans une guerre. Et les femmes ont des positions très très strictes, et les hommes aussi, mais il met surtout en avant le virilisme russe. C'est ça. Donc voilà. il met en avant. Donc là, l'homosexualité chasse aux homosexualités peut renforcer ces types des hommes virils. Donc en général, quand j'ai fait dans le jeu de rôle turc, dans mon dernier livre, je parle de cette construction des hommes virils. Et on leur dit tout le temps, pas comme une femme, pas comme un homme, pas comme... Donc il faut qu'ils montrent la différence. Donc il faut qu'on produise cet homme viril qui peut aller se tuer. Et d'ailleurs que Poutine représente régulièrement dans son culte de la personnalité, il y a quelque chose de très érigé comme ça, de très phallique, torse nu, se battre contre des ours, on y est presque là. Je pense que vraiment le féminisme et l'antimilitarisme sont des choses qui sont très imbriquées. Et donc il n'y a pas d'autre contexte de guerre. Par exemple, même Zelensky, l'Ukraine, même, vous voyez, même peut-être il n'y a pas les mêmes conditions là-bas, c'est pas les mêmes chasses aux personnes LGBT, mais quand même, il y a l'homophobie. On le voit ouvertement. Parce que la guerre structure ces types a besoin de ces types des hommes. C'est ça. Donc voilà, en Russie, c'est un peu plus visible ou plus violente. Mais quand il y a la guerre, on a besoin de ces types de masculinité hégémonique. Et puis on a la complicité de l'Église quand même aussi, puisque à fait. l'Église orthodoxe en Russie est clairement du côté de Poutine. Poutine qui déclarait l'Occident reconnaît le mariage homosexuel, les textes sacrés sont remis en question. Le ministère de la Justice russe a fait savoir dès mi-novembre 2023 que cette interdiction entrait immédiatement en vigueur. Tous les pouvoirs ont besoin de l'ordre social et aussi les pouvoirs religieux. Donc il y a les conservatismes qui veut protéger la famille classique, donc il est contre, mais le fascisme il va plus loin. Mais ils sont pas très éloignés. Et chaque fois que en France, vous connaissez mieux que moi, Pétain il n'était pas soutenu par l'Église à l'époque. La France est laïque quand même, c'était déjà le cas à cette époque-là, donc ça peut pas être officiel. Par contre, le discours politique et l'idéologie de Pétain rejoignaient les valeurs traditionnelles de l'Église. Voilà. Tout à fait. Alors je vous propose qu'on élargisse un peu, puisque bon, évidemment, cette situation de chasse aux LGBT+, elle a lieu en Russie, mais elle a lieu aussi dans toute la fédération russe. Et dans la fédération russe, on retrouve justement la Tchétchénie, donc on va pouvoir aborder un petit peu. Et je vous propose qu'on regarde un premier témoignage. Ce témoignage a été recueilli et retransmis par france-tv-info.fr en 2017, et il est interprété pour nous par David. La police m'a arrêté chez moi. Je ne m'y attendais absolument pas. Je menais une vie, tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Ils ont commencé à me battre avec les poings, les pieds, avec des chocs électriques. Ils disaient que les gens comme moi n'ont pas le droit de vivre, qu'il faut tous nous tuer. Si les membres de ma famille apprenaient que je suis homosexuel, ils me tueraient sans la moindre hésitation. Parce que c'est une honte pour nous Tchétchènes, une honte qui ne peut être lavée que dans le sang. Alors la Tchétchénie donc est dirigée aujourd'hui par Ramzan Kadyrov, qui est un allié clair de Poutine. Son gouvernement à propos des homosexuels, donc il a dit clairement qu'il n'y avait pas d'homosexuels en Tchétchénie. S'il y avait de telles personnes, a dit son gouvernement, les forces de l'ordre n'auraient rien à faire, car leurs proches les enverraient vers un endroit dont on ne revient pas. Moi, j'aurais une réaction d'abord par rapport au peuple tchétchène, parce que c'est un peuple qui a beaucoup résisté et souffert à la colonisation, à la violence russe. Et
juste avant l'arrivée de Kadyrov, il y a eu un massacre. Les rescapés sont partis. Et ce qui est resté, c'est après une telle massacre, il peut avoir un Tchétchène qui peut travailler avec Poutine. C'était incroyable. Donc, moi, je connais beaucoup de populations tchétchènes en exil. Donc, le mot Kadyrov, il n'arrive pas à dire parce que c'est comme... parce qu'il y a beaucoup de morts. Et maintenant, ce type, il met en avant, donc les Tchétchènes, une partie était musulmane, donc il y avait l'homophobie, il y avait hétéronormativité, etc. Mais cette façon de faire une chasse aux homosexuels, c'est Kadyrov. Et c'est vraiment Kadyrov, parce que si vous avez remarqué, dans les pays musulmans, même s'il y a une patriarcat, même s'il y a une répression sur les femmes, même s'il y a une homophobie, il n'y a pas cette chasse aux homosexuels, surtout les homosexualités des femmes n'est pas visible, des histoires de violences faites aux personnes LGBT et plus. Mais maintenant, avec cette alliance, cette collaboration, et surtout collaboration qui est très, il y a une injustice énorme dans ce pays. Et peut-être il y a des personnes qui restent encore, mais qui sont dans le silence. Et cette collaboration avec la Russie, qui est militariste, qui est autoritaire, qui est devenue une dictature, cette collaboration renforce aussi la chasse aux personnes LGBTI+, mais aussi la chasse aux féministes, la chasse à toutes les personnes qui sont contre à l'ordre patriarcal, militariste. Toutes les personnes qui forcent à déconstruire en fait des systèmes de pensée, c'est la déconstruction qu'on refuse net et qu'on détruit. Mais ce rapport par exemple à la famille, notamment qui doit chasser le déshonneur, quoi, ça c'est assez marquant, c'est assez frappant, ouais. Cette violence-là interne à la famille. Tu disais le privé politique, et là du coup en fait on fait appel aux familles, c'est terrible, on appelle au meurtre dans le sein même du foyer, quoi. Ce qui est triste, plus que triste, la Tchétchénie est devenue les soldats à vie de la Russie. Et c'est autant plus insupportable pour les Tchétchènes qui avaient lutté contre la Russie, et maintenant voir que leur pays est devenu la chair à canon de la Russie. Et quand il y a une chair à canon, il faut une discipline. Parce que ces gens-là sont, les hommes, en l'occurrence, sont des soldats à vie. Il faut envoyer comme les soldats des colonies à l'époque, la France, l'Angleterre utilisaient. Eux, on les envoie pour mourir. Et donc, dans ce cas-là, il faut que la Tchétchénie doit s'organiser comme une armée à part entière. Donc la famille doit avoir un rôle directement lié à l'État. Disciplinaire, quoi, en fait. Disciplinaire. C'est le cas aussi dans plein de pays. Même en France, il y a toujours la famille, des rôles. Mais quand il s'agit des conflits, surtout guerriers, toutes ces relations entre les institutions sociales, se dévoilent. Devient plus apparente. Donc voilà, là-bas, il y a ça. Et la famille doit discipliner l'enfant. Donc il doit commencer l'éducation militaire de la famille. Au sein de la famille. Et puis c'est vrai qu'en fait, même de l'extérieur, ça paraît très choquant, cette alliance de la Tchétchénie à la Russie. Donc je pense qu'il y a une forme d'humiliation assez constante du peuple tchétchène, ne serait-ce que par le fait de cette alliance-là, quoi. Tout à fait. D'ailleurs, je voulais juste préciser, l'ONG Human Rights Watch dénonce depuis 4 ans une nouvelle vague de répression anti-gay en Tchétchénie. Selon l'ONG... Depuis 4 ans. Depuis 4 ans, ouais, principalement, puisque la police tchétchène a procédé à de nombreuses séries d'arrestations illégales, de passages à tabac et d'actes humiliants à l'encontre d'hommes présumés homosexuels
ou bisexuels. Je vous propose peut-être d'écouter une deuxième carte postale sonore, un deuxième témoignage. C'est un homosexuel tchétchène qui a la trentaine, qui a été arrêté en février 2017 à Grozny. Et le témoignage a été recueilli et retranscrit par Courrier International. Donc en 2017, c'est interprété pour nous par Sylvain. Et puis ensuite, on reparle justement aussi de la famille. À Grozny, il y avait des rumeurs d'arrestation dans la ville. J'en avais entendu parler, mais comme tout le monde, je pensais que cela n'allait pas me tomber dessus. Un des hommes arrêtés, sur son téléphone, ils ont trouvé des messages qu'il m'avait envoyés. Cela a suffi pour me retrouver. Quelques policiers m'ont attrapé et m'ont emmené au centre de détention provisoire. La même nuit, ils ont commencé à me torturer, comme ils l'ont fait avec les autres. Ils nous ont torturés avec de l'électricité. Nos bras et nos jambes étaient gonflés à cause des décharges électriques et pour beaucoup de personnes, l'extrémité de leurs doigts explosait, là où le courant quittait leur corps. Puis après, ils nous ont obligés à nous battre entre nous. On nous a gardés là-bas 2 semaines. Honnêtement, j'aurais préféré qu'ils ne me laissent pas partir parce qu'ils nous ont humiliés devant nos familles. Puis ils ont humilié nos familles en disant « ces gens sont la honte de la nation ». Alors juste pour préciser, cet homme donc a une épouse et une famille, mais est également gay. Il a fui le pays en avril 2017 pour la Russie, puis ensuite il a fui la Russie puisque sa famille n'avait pas eu d'autre choix que de le rejeter. C'est quand même intéressant de voir que les objectifs sont assez hypocrites, c'est-à-dire qu'en fait si on veut garder des institutions comme la famille très claires, pourquoi s'en prendre à des homosexuels qui par ailleurs pourraient très bien avoir une famille à côté, quoi. Peut-être c'est parce que les pouvoirs ont peur de la société. Donc il faut qu'ils contrôlent, ils mettent des caméras partout, il faut qu'ils contrôlent constamment. Et surtout dans les pays, surtout comme Tchétchénie, qui n'a pas une légitimité aussi pour sa population, la plupart de sa population se taisent et sont dans la honte. Et ils pensent qu'ils ont perdu leur dignité. Donc, je crois que le gouvernement, il se sent beaucoup plus mal à l'aise et c'est pour cette raison-là qu'il ne veut rien qui peut gêner le fonctionnement. Et deuxièmement, je me demande, parce que c'est le cas en Turquie, c'est le cas en Iran, c'est le cas dans plusieurs pays que je connais, les personnes LGBT en général, s'ils commencent à créer un réseau, sont assez proches aux féministes. Donc là, c'est aussi un potentiel de développement d'un mouvement social qui est incontrôlable. Parce que qui s'organise sans passer par les partis. Oui. Ils passent par les réseaux et ça fait peur, je crois. C'est le cas en Turquie. On peut parler une autre fois. Vraiment, ça fait peur. La structuration des relations sociales des personnes LGBTI+, ça fait peur. La structuration de leurs relations quotidiennes. Parce que les gouvernements savent que cette structuration des relations quotidiennes crée des réseaux. Et les réseaux sont très dangereux. C'est difficile à les... Ça échappe complètement. Ça échappe. Ben, tu peux fermer une partie politique, tu peux fermer les associations, mais les relations sociales, la structure des relations sociales, c'est invisible. Maintenant, ils essaient de comprendre cette structure. Les grandes entreprises multinationaux, en utilisant WhatsApp, ils font des cartes. Là, il y a les structures, parce que la fréquence de se rencontrer crée des structures. Même si, donc tout ça, je crois qu'ils savent d'une façon ou d'une autre. Et si ces personnes qui sont contre les normes ou bien qui n'obéissent pas aux normes, et qui résistent d'une façon ou d'une autre à ces normes, et il faut les écraser
avant qu'il fasse réseau, je pense. Il pense aussi ça. Peut-être pas avec d'autres mots. Désolée, mais du coup, moi, ça me fait associer à ce qui s'est passé en Amérique du Sud sous les dictatures terribles de Pinochet et d'autres, où là, ils ciblaient les militants de gauche, les intellectuels, les étudiants. Et effectivement, parce que là, ils avaient pointé et ciblé la menace. Et c'est intéressant de voir que ça s'est décalé, en fait, sur tous ceux qui participent à la déconstruction du patriarcat ou des systèmes de domination tels que les féministes ou les milieux LGBT+, quoi. Sur le déni, tout à l'heure, là, tu parlais du déni, justement, des gouvernements qui disent non, il ne se passe rien. Alors, selon Denis Krivochev, qui est directeur adjoint d'Amnesty International, il a déclaré en 2018 « Le gouvernement russe a tourné en dérision et balayé d'un revers de main ces informations choquantes émanant de Tchétchénie. Depuis, nous avons assisté à un déploiement de déni, de dérobade et d'inaction de la part des autorités, qui ont à maintes fois refusé de diligenter une enquête officielle sur les crimes odieux signalés et ont ignoré les éléments crédibles. » Voilà. Donc on est vraiment sur quelque chose où ça n'existe pas. De toute façon, il n'y a pas d'homosexuels, donc il ne peut pas y avoir de crimes homosexuels. On est réellement dans le déni en plus. Peut-être ils disent qu'il n'y a pas d'homosexuels, ou ils disent que c'est pas notre nation. Oui. Notre nation, donc c'est toutes les nationalistes. Les nationalistes turcs aussi disent la même chose. Nous, notre nation, ceux qui ont le sang turc ou russe, ou je sais pas qui, ne peut pas être homosexuel. Donc nous, on est... Mais il peut avoir des petites, comment ça s'appelle, maladies qui injectent dans notre société des perversités pour rendre malade notre société. Ça, c'est le discours officiel. Je ne pense pas qu'ils croient à ça, vraiment. Bien sûr. La police russe effectue depuis décembre 2023 davantage de descentes dans les lieux gays, c'est-à-dire sauna, boîte de nuit, principalement à Moscou. Quand ils font des descentes, généralement les données des clients sont enregistrées par les forces de l'ordre. Évidemment, on a en parallèle des forces de l'ordre, des fascistes qui font également des descentes et des expéditions punitives. Des hommes qui se font passer pour des gays sur des applications de rencontres assassinent leurs partenaires pour, je cite, défendre la Russie. D'autres provoquent des bagarres au cours desquelles des personnes LGBT+ sont tuées. Les autorités, évidemment, sont extrêmement laxistes envers ces crimes. Et la violence à l'encontre des personnes LGBT en Russie, on estime qu'elle a probablement triplé à peu près en 10 ans. Des actes de barbarie qui se répètent et qui s'amplifient. Et puis cette manière, en fait... c'est une peine de mort déguisée, c'est-à-dire qu'en gros, vu qu'il n'y a pas d'impunité, n'importe quelle personne LGBT+ peut être soumise à la violence et à l'assassinat, quoi. Donc je trouve, et ça me fait rebondir sur le témoignage qu'on vient d'entendre et la barbarie dans cette forme de torture. Enfin, dans cette torture, c'est pas une forme de torture, où on voit qu'en plus l'humiliation est encore une fois très masculiniste, puisqu'il les oblige à se battre les uns avec les autres. Est-ce que je sais pas, est-ce qu'il n'y a pas une forme de jouissance là-dedans aussi à perpétrer des actes de torture instaurés par des institutions telles que l'État, quoi. Quelquefois, je discute avec Hannah Arendt qui posait la question en réfléchissant sur Eichmann et sur la banalisation de la violence. Et moi, après, j'ai travaillé sur la production des sujets de violence, toujours en discutant avec elle, et elle disait 2-3 choses. Déjà, elle disait que c'est pas un monstre, c'est un homme comme plusieurs d'autres. Donc, et elle essayait de montrer que c'est structurel, cette violence. Et c'est pas qu'il a eu des problèmes psychologiques quand il était enfant, etc. Elle essayait de montrer ça. Et elle disait que lui, il a pu faire ça pour différentes causes. Premièrement, c'est le conformisme, donc il veut pas sortir de ce qu'on lui a dit, donc il veut suivre les règles, et l'indifférence à l'autrui, disait-elle, et l'absence de pensée. Mais l'absence de pensée, c'est pas parce que il est idiote. Elle dit, Eichmann n'est pas idiote, il n'est pas stupide, il fait des petites stratégie, etc. Il n'est pas idiote, mais il y a une absence de pensée parce qu'il se laisse directement au pouvoir.
Et moi, j'ai ajouté dans mon dernier livre, Chaudron militaire turc, j'ai ajouté qu'il y a pas, il y a tout ça, mais en dehors de ça, il y a le désir de pouvoir chez les hommes, surtout chez les hommes. On peut trouver aussi chez les femmes, mais et les autres pouvoirs utilisent ce petit désir de pouvoir pour leur donner, voilà. Le potentialiser, en fait. Les potentialiser, donc ils les tapent, après ils les disent, voilà, c'est là que tu peux devenir une petite phallocrate. Et par exemple, nous, les féministes ont déjà bien analysé que le viol, c'est des petits moments de pouvoir. Donc là, plein d'hommes, c'est la construction sociale depuis la famille, ils ont besoin d'une façon ou d'une autre, parce qu'ils sont beaucoup frappés dans les sociétés, ils sont pas toujours hégémoniques, et ils ont besoin des petits moments de pouvoir. Et c'est le plaisir de pouvoir. Plaisir d'entrer, plaisir de faire, plaisir. Et on peut recruter facilement ces hommes pour des crimes et on peut même, nourrir et rationaliser ces actes avec un peu de sauce de religion, un peu de sauce d'autres choses, etc. Et lui, il peut rationaliser, il ne va pas dire que je vais faire pour mon pouvoir, pour montrer mon phallus, mais il va dire que, voilà, c'est je fais pour la religion, pour la nation, donc il va trouver quelque chose. Donc moi, je pense que je suis devenue de plus en plus, pas pessimiste, mais moins optimiste, disons. C'est très difficile de retour en arrière parce que toutes ces structures c'est organisé de façon historique et surtout par rapport à ce groupe social d'hommes et comment se construisent pas seulement par l'État, pas seulement par la famille, par plusieurs institutions et avec ce désir de pouvoir toujours. Je pense que ce désir est criminel. Ouais, donc c'est toujours aussi un système de domination, en fait, finalement, dans lequel on va donner une petite place à quelqu'un qui n'est pas dans la plus haute échelle des dominants pour pouvoir, lui, exprimer son besoin de domination. Tout à fait. Tout à fait. Alors évidemment, on voit que ce sont principalement, évidemment, les personnes trans et les hommes qui sont touchés plus par ce phénomène. Néanmoins, les femmes, évidemment. Non, peut-être on n'a pas des chiffres, mais en général, quand il y a des violences aux personnes LGBT+, en général, les femmes subissent autant. Donc, les violences faites aux femmes et les violences faites aux personnes LGBT vont de pair, toujours. Alors, je vous propose justement, à propos de ça, qu'on écoute un témoignage. Il s'agit de Sofia Agapov, qui est membre de la communauté LGBT de Saint-Pétersbourg. Le témoignage, voilà, en Russie, ouais. Le témoignage a été recueilli et retranscrit par Euronews.com le 7 décembre 2023, donc il y a un tout petit peu plus d'un mois, et c'est interprété pour nous par Ariane. Mes amis et moi nous sentons vraiment peu sûrs de nous et isolés. Littéralement, chaque pas peut conduire à des poursuites judiciaires. C'est comme un nouveau confinement après le Covid-19. Il vaut mieux rester chez soi. C'est très difficile à faire si on n'est pas riche. Je ne vais pas demander l'asile, car à mon avis c'est le dernier recours. Ma maison n'a pas été détruite par une bombe et je ne suis pas une militante LGBT qui peut être envoyée en prison. Nos médias sociaux peuvent être utilisés contre nous. Mais j'ai supprimé les images en ligne des Gay Pride, au cas où. Des personnes ont déjà été arrêtées pour avoir publié des opinions politiques. Et il est probable que cela se poursuive avec les opinions extrémistes partagées sur Twitter. Je n'ai pas été surprise par cette décision. Chaque fois que les choses vont mal pour le gouvernement russe, il a besoin d'une distraction. Nous ne sommes plus en sécurité, car n'importe qui peut se révéler agressif et vouloir nous dénoncer. Les gens sont généralement devenus plus hostiles. Il est normal pour un être humain de chercher l'amour de sa vie, de chercher sa moitié. Les couples que je connais doivent être très, très prudents en public et se faire passer pour des amis encore plus souvent qu'avant. Personnellement, je n'entamerai probablement pas de nouvelles relations avant d'avoir quitté le pays.
moi, ça me faisait penser, entre autres, à ce livre, et cette série aussi, hein, mais ce livre de Margaret Atwood, La Servante écarlate, où une dictature religieuse chrétienne s'impose dans l'Est, dans 1 ou 2 États des États-Unis, et où on voit donc une femme qui se retrouve entraînée, malgré elle, dans une dictature religieuse. Et on voit justement toute cette idée où elle perd tous ses droits, et où finalement même sa plus stricte intimité est également surveillée, et elle s'auto-surveille elle-même. C'est-à-dire que le pouvoir n'a même plus besoin de la surveiller, elle le fait à la place du pouvoir. Cette série est assez évocatrice de ce qu'à mon avis peut être un système de répression absolument massif. Et c'est ce qu'on voit de ce que cette femme commence à connaître, c'est-à-dire qu'en fait il faut nier ce qu'on est par peur, quoi. Enfin, toujours les mêmes systèmes, j'imagine, les systèmes de répression qui imposent la terreur et l'autocontrôle, quoi, en fait. Et quand ils réussissent, ça veut dire que ils ont réussi à mettre en place l'autocontrôle. Même, ça me fait penser, rien à voir, mais Michel Foucault racontait comment on passe d'une société de discipline à une société de contrôle. Donc, on n'a pas besoin de te discipliner tout le temps, mais le contrôle, ça suffit. Et après, il dit que Deleuze continue, tous les mécanismes de discipline et les mécanismes de contrôle vont de pair. Quand la domination se renforce, la répression s'affaiblit. Parce qu'il y a la domination, il y a l'hégémonie. Et l'autocensure, c'est le début aussi de la domination. Parce que à force de faire l'autocensure, à un moment donné, tu t'habitues à ça. Et tu dis que c'est normal et moi je veux vivre ça. C'est vraiment un crime. Enfin, une atteinte psychique en tout cas, c'est-à-dire que vu qu'on peut pas être réellement en soi, il y a quelque chose de nous qui s'éteint et qui meurt. Alors, c'est ce qu'elle dit, elle va pas chercher à tomber amoureuse tant qu'elle aura pas quitté le pays, quoi. Donc c'est quand même pas rien comme autocensure, quoi. C'est-à-dire même censurer son élan amoureux, quoi. C'est-à-dire l'élan amoureux nous fait risquer notre vie, quoi, finalement. Tout à fait. Et parce que l'amour est dangereux pour ces gens-là. L'amour est subversif. Ça peut changer beaucoup de choses parce que quand tu es amoureux, c'est un peu un moment de la folie. C'est un moment c'est pas très rationnel toujours. Et ce moment de folie, il faut l'enfermer. Il faut vraiment surveiller, l'enfermer. Et les fascistes le connaissent bien. Les fascistes le savent bien. Mais cette censure d'ailleurs et cette autocensure, on la voit d'ailleurs chez les libraires par exemple en Russie, où effectivement tout livre qui ferait de la propagande LGBT+, ou tout auteur qui est supposé affilié au mouvement LGBT+, ou militant, etc., est censuré directement. Et on ne les voit plus dans les librairies, parce que les libraires ont peur. Et par exemple, on peut citer l'histoire de Popcorn Books, qui est une maison d'édition russe, qui était connue pour éditer des livres, justement, qui avaient des discours LGBT en faveur de la communauté. Et aujourd'hui, voilà, ils sont passibles de poursuites et ils peuvent avoir une amende qui va jusqu'à 150 000 €. Leurs livres sont déclarés illégaux et leur éditeur condamné. Donc, on y est. Avec des autodafés peut-être bientôt aussi. Ça fait penser à ça en tout cas. Et puis pour dire ce que tu dis aussi, le privé et politique, je reviens encore dessus, mais je trouve que c'est un bon fil conducteur par rapport à la répression. C'est-à-dire que même la pensée, c'est-à-dire qu'on va attaquer les élans amoureux, mais on va aussi attaquer le système de pensée, comment on pense, comment on transmet, comment on apprend, quoi. Tout à fait. Et moi, je pense que on peut revenir à Hannah Arendt, parce qu'elle elle parlait de l'absence de pensée. Et pour construire un criminel, il faut construire l'absence de pensée. L'absence de réflexion. Quand elle dit pensée, c'est réflexion. C'est pas elle parle pas des idiotes. Et donc, de pas avoir des livres, ne pas avoir des œuvres critiques, parce que je pense que ces pays, ils n'interdisent pas seulement ils ne répriment pas seulement les livres qui parlent d'une sexualité libre, ils interdisent d'autres choses.
Je suis sûre qu'ils interdisent peut-être les livres plus libertaires ou même démocratiques, non, même occidentaux en général. Et donc tout va en même temps. Et donc l'absence de pensée, c'est quelque chose d'important. Et l'anti-intellectualisme qu'on voit chez tous les fascistes, parce qu'ils détestent les intellectuels, parce qu'ils veulent gouverner les émotions. Ils veulent gouverner les émotions, et il faut qu'il y ait une absence de pensée, et il n'y ait que des émotions. Quand tu commences à réfléchir, tu discutes, etc., c'est dangereux. Donc voilà, et donc c'est une guerre totale. C'est une guerre totale contre les femmes et contre les personnes LGBT, je pense. Mais ce système, on le retrouve aussi, par exemple, dans les années 50 aux États-Unis, avec le macartisme. Tout à fait. Où, effectivement, là, pour le coup, on a vraiment le pendant d'un côté, la propagande russe, très dangereuse, communiste. Mais c'est militariste aussi. Tout à fait. C'était militariste aussi. Tout à fait. Et le macartisme qui donc a qui a censuré tout un tas d'auteurs, et particulièrement dans le milieu du cinéma, et des arts en général, et des gens comme Bertolt Brecht, comme Charlie Chaplin ou comme Orson Welles ont dû d'ailleurs s'exiler des États-Unis. C'est toujours ce même système de répression et de censure, c'est toujours les mêmes mécanismes finalement. Je pense que l'extrême droite ou le fascisme ou le nationalisme et les systèmes militaristes n'ont pas d'ethnie. Ils se ressemblent tous. Quand il y a des politiques militaires qui se met en avant, c'était dans les années 50. On commence à parler de l'IVG, on vise les personnes LGBT, donc c'est toujours la même chose. L'extrême droite, il essaie de faire la même chose ici. Donc, je pense que si on commence à voir les mécanismes, on voit que c'est structurel. Je vous propose qu'on écoute un nouveau témoignage. De les États-Unis? Alors, presque. C'est un témoignage de Wes Hurley, qui est écrivain et cinéaste russo-américain, qui vit aux États-Unis aujourd'hui. Le témoignage a été recueilli et retranscrit par le Huffington Post en août 2013. Il est interprété pour nous par Alain. Être gay en Russie, c'était comme être atteint d'une maladie en phase terminale. Je n'arrivais pas à croire ce qui m'arrivait à moi. Qu'est-ce que j'avais fait pour mériter ça ? Je n'étais qu'un enfant, et voilà que j'en étais un. Un PD inavoué, un de ces monstres dont j'avais tant entendu parler et dont je savais si peu. Convaincu d'être le seul homosexuel de Russie, je me sentais complètement exclu de la race humaine. Je me regardais dans le miroir et imaginais une créature reptilienne cachée sous ma peau. Déjà que j'étais très mal vu sans raison apparente, que m'arriverait-il s'il savait ? J'étais obsédé par l'idée de cacher mon secret. Est-ce que cette allure fait pédé ? Est-ce que ces mots font pédé ? Mieux vaut rester sagement assis et fermer ma bouche. Non, je ne suis pas surpris par l'homophobie des Russes. Là encore, on voit l'autocensure, il en parle lui-même. Je ne dois pas, c'est cette peur que ça se voit, cette peur qu'on le sache, cette peur d'être dénoncé et cette peur d'être mis à part. Mais moi qui reçois, donc je suis psychologue pour adolescents, qui reçoit souvent des adolescents, cette idée de se sentir unique, pourquoi ça m'arrive à moi, c'est des choses qui arrivent très souvent chez les personnes homosexuelles qui se découvrent, qui sont sûres d'être homosexuelles et qui se disent mais mince, pourquoi moi et ça arrive aussi en France aujourd'hui, avec des jeunes qui pourtant, les choses se sont quand même ouvertes, mais pour autant c'est compliqué toujours à vivre. Oui, ça arrive même aux femmes. Oui. Quand elles vivent une emprise à la maison, une violence, elles croient que ça arrive à elles. C'est pas parce que l'autre ne pense pas que il vit ça parce que il y a une homophobie dans cette société, une structure hétéropatriarcale. De comprendre, ça demande le temps, ça demande la réflexion, ça demande des rencontres pour vraiment la prise de conscience. Parce que si on pense à nos vies, pour la prise de conscience de ce qu'on avait vu, on avait de la chance parce qu'on a eu des occasions à réfléchir sur notre réalité. Et maintenant, il y a plein de personnes qui n'ont pas cette
opportunité, même pas de temps de réfléchir. La situation dont on parle comme ça, mais c'est très très grave. Ce qui se passe, c'est très très grave. Et ça continue, ça augmente, ça augmente, ça augmente, et ça banalise. Si on n'est pas solidaire avec ces gens-là, demain, ça va arriver ici. Donc il faut construire des espaces de solidarité très intelligents. Moi, je n'ai pas entendu beaucoup dans les réseaux, ni féministes ni LGBT+, en France, par exemple, toutes ces informations. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, c'était un peu le but de cette discussion aussi. C'est que moi-même qui l'ai appris un peu rapidement, voilà, j'ai voulu approfondir le sujet. Et en fait, les médias n'en parlent peu en France. Et dans les réseaux LGBT, les centres LGBT? Moi, j'en ai pas beaucoup vu. Après, voilà. Moi, j'ai cherché, j'ai pas vu non plus. Comme si, en fait, il y avait des luttes plus importantes que d'autres, alors que celle-ci, cette répression-là, elle est terrible. Et elle vient nourrir effectivement des systèmes de répression qu'on peut voir déjà. Ça peut nous donner la puce à l'oreille pour ce qui peut se passer dans nos pays où on peut penser se croire à l'abri, quoi. Enfin, quand on voit les petits systèmes de parents vigilants des Émoriens, toutes ces histoires de grands remplacements, ça concerne pas que les musulmans, ces histoires de grands remplacements. J'ai l'impression que ces pouvoirs-là ont toujours peur d'être changés par l'autre, quoi, en fait, et d'être grand remplacés, quoi. Parce qu'ils vont devoir penser différemment, parce qu'ils vont devoir abandonner des systèmes de domination, parce que donc on peut grand remplacer l'autre à partir du moment où on ne pense pas comme lui, quoi. Et c'est assez... Et c'est de contaminer aussi. Flippant. Il y a vraiment cette idée de contamination, quoi. Comme si à un moment donné, il y avait des êtres humains qui étaient des maladies. Et bon, ça rappelle évidemment tout un discours et tout un vocable qu'on a déjà largement entendu dans beaucoup de fascisme, évidemment. C'est-à-dire le bouc émissaire est une espèce de maladie qu'il faut éradiquer, nous devons nous purifier, peu importe de quelle manière. Je vous propose alors je voulais revenir un petit peu sur justement tous ces pièges qui sont aujourd'hui clairement institutionnalisés aussi par la police, en vous lisant un petit témoignage. C'est un journaliste russe qui s'appelle Sergueï Kazov-Kassia, qui déclarait récemment à France Info: les policiers piègent les homosexuels, ils les approchent sur V-Contact, donc qui est une application de rencontre. Ils discutent parfois des mois avant de convenir d'un rendez-vous pour gagner leur confiance. Quand finalement l'un d'eux accepte une rencontre, il se fait tabasser et filmer. Les agresseurs menacent ensuite de montrer la vidéo à la famille si la victime refuse de payer. Un garçon que j'ai interviewé a été piégé par des amis qui avaient filmé leur conversation. Il s'est fait extorquer l'équivalent de 40 000 €. En Turquie, c'est très très connu. Il y a même un journaliste extraordinaire, il a été tué de cette manière. Mais là, c'était cette mouvance fasciste qui organisait ça. J'ai justement un témoignage. Donc ça s'est passé à Moscou. C'est un homosexuel qui est originaire de Grozny, donc en Tchétchénie, qui était à Moscou et qui s'est fait piéger lors d'un rendez-vous avec un homme avec qui il discutait sur Internet. Ce témoignage a été recueilli et retranscrit par l'AFP. Il date du 30 mars 2018 et il est interprété pour nous par James. Quand je suis arrivé, 3 hommes m'attendaient. Ils m'ont empoigné et m'ont jeté dans le coffre d'une voiture. Ils m'ont emmené dans un endroit abandonné. Ils ont commencé à me battre. Puis ils m'ont dit que je devais organiser des rendez-vous avec d'autres homosexuels, des hommes avec qui je devais discuter sur Internet pour ensuite les rencontrer. Menacé de mort, je suis alors contraint de dénoncer d'autres homosexuels. Je ne supportais plus de faire tout cela. Pour rester en vie, je devais détruire d'autres personnes. Je ne sais pas si ces personnes sont encore en vie aujourd'hui. J'ai quitté Moscou, mais ils m'ont retrouvé quelques mois plus tard. J'ai été battu et laissé pour mort. J'ai ensuite regagné l'Europe. Je veux dire aux gays et lesbiennes de Tchétchénie et de Russie qu'ils ne doivent pas endurer tout cela. Ils doivent fuir au plus vite, car cela ne va pas s'arrêter. On va continuer à les traquer, les torturer et les tuer. Si on ne les trouve pas aujourd'hui, on les trouvera demain.
Il n'y a pas d'avenir pour nous là-bas. Je veux bien répéter ce qu'il dit. Ça ne va pas s'arrêter. Ça ne va pas s'arrêter. Il dit il faut fuir. Nous, on ne va pas fuir parce qu'on est là. Mais si ça ne va pas s'arrêter, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est la question qu'on pose pour plusieurs injustices dans ce monde, plusieurs violences. Mais là, il faut vraiment poser cette question parce que ça ne va pas s'arrêter. Moi, par exemple, dans l'armée turque, quand tu as une maladie, tu ne fais pas ton service militaire. Donc, il y a un contrôle, etc. Et pour les hommes, c'est une honte que tu n'es pas apte à faire le service militaire. Et l'homosexualité est considérée comme une maladie. Donc, tu ne peux pas faire le service militaire si tu prouves que tu es gay. Et chaque fois, il demande, mais pour le prouver, il faut que tu regardes à ton anus, qu'il est, comment on dit, large, non, grosse ou large, je sais. Et il faut que tu montres aux soldats des photos, mais ça c'est officiel, ce que je vous dis, des photos des actes d'amour avec d'autres hommes. L'armée turque a une archive pornographique énorme. Et je pense que tous ces hommes, ça leur plaît. Et après, prendre des rendez-vous, aller jusqu'au bout, etc. Et donc, il doit avoir des motivations multiples. Mais il faut arrêter ça. Sur cette police aussi du vêtement et sur la fête du surveillant, j'ai un autre témoignage aussi. Un homosexuel de Moscou témoignait en décembre dernier au micro de France Info. Il disait « Les peurs font boule de neige, elles s'accumulent et les gens vont se cacher ». On va s'écouter un dernier témoignage qui vient cette fois de Tchétchénie. Alors il est un peu plus ancien puisqu'il date de 2013. Ce témoignage a été retranscrit par Ksenia Leonova, qui est une des rares journalistes qui a pu interviewer en Tchétchénie en 2013 des homosexuels. On écoute tout de suite et puis on en parle. À cette époque, je n'avais pas ma propre chambre, alors je dormais dans le même lit que mon frère. Zahid dormait lui aussi chez lui dans une chambre avec ses frères. Un jour, il est venu nous voir en disant qu'il voulait se reposer et que ses frères le dérangeaient. Alors mon frère lui a proposé sa chambre. Zahid s'est endormi. La nuit, mon frère est parti dormir ailleurs pour une raison quelconque. Alors je suis allé dans notre chambre pour me coucher. J'ai vu Zahid allongé, habillé sur mon lit, dans ce même t-shirt blanc que j'avais tant aimé. Tranquillement, je m'allonge à côté de lui, tenant mon oreiller sous moi de manière à pouvoir voir son visage. Je suis resté allongé là pendant plusieurs heures, le regardant pendant qu'il dormait. Lorsque le réveil sonna, il ouvrit les yeux. Pendant 1 minute, nous nous sommes regardés, puis il s'est levé sans rien dire et est parti. Je ne l'ai jamais revu. 1 an plus tard, on m'a appris qu'il avait été tué dans les montagnes, lors d'une des purges. Je pense à lui presque tous les jours. Je suis sûr qu'il m'aimait, mais il ne savait pas quoi faire. Même entre nous, on ne baisse pas notre garde. Tu discutes avec 3 amis gays, et d'un coup, l'un d'entre eux va changer soudainement, jouer au dur et traiter tout le monde de pédé. Ce n'est pas de sa faute, c'est comme ça. Tout est si ambigu ici, et quand les hommes tchétchènes ne savent pas quoi faire, ils vont souvent vers les combattants dans les montagnes, et ils y sont souvent tués. Ça a été interprété pour nous par Adrien. À la fois, on est brisé extérieurement et brisé physiquement, évidemment, dans une dictature, dans un fascisme, dans un mécanisme qui oppresse, mais également toute cette destruction interne. On a besoin des modèles. Quand tu vis quelque chose, on a besoin des personnes qui pensent comme toi. Je pensais aux Kurdes, vous allez me dire, rien à voir, parce que c'est une autre forme de répression, mais les mécanismes se ressemblent. Et par exemple, en Turquie, jusqu'à il y a 10 ans, le mot kurde était interdit. L'État turc disait qu'il n'y a pas de Kurdes. C'est pas possible, il n'y a pas. Ils étaient 20 000 quand même dans les frontières turques, aussi dans d'autres frontières, donc ils sont divisés en 4. Et il faut que, comme les autres se cachaient, en sortant, il ne fallait pas parler kurde. Quand autour de toi, tu ne vois pas cette force. Donc lui, il n'a pas eu cette
cette solidarité, c'est ce partage, c'est complicité peut-être. Il ne tue pas seulement les personnes, comme tu dis, il nous défigure toute la société. Pour cette discussion, on s'est aussi basé sur une ONG qui s'appelle ILGA Europe et qui, chaque année, étudie la situation des personnes LGBT+, à travers les décisions politiques et les évolutions de la société. Cette ONG regroupe d'ailleurs plus de 600 entités en Europe et en Asie centrale. Elle dit que la situation des personnes transgenres est devenue particulièrement préoccupante, car les discours haineux et les politiques polarisées ont créé un climat d'insécurité et d'hostilité. Les progrès réalisés en matière d'éducation sexuelle sont remis en question à un niveau fondamental dans des pays comme, donc des pays d'Europe de l'Est, Hongrie, Serbie, Russie, mais également, on trouve également en Italie, au Royaume-Uni, et leur dernière étude qui a été publiée donc en février 2023 montre la plus forte hausse de la violence anti-LGBT+, depuis que l'organisation a commencé à publier son rapport annuel il y a 12 ans. Et l'ONG pointe particulièrement les pays européens, où il y a énormément de crimes de haine anti-LGBT. Ces crimes sont en augmentation, notamment en Hongrie, en Allemagne, au Monténégro, en Islande, en Roumanie, en Espagne, en Turquie, en Suisse, bien sûr en Russie, mais également en France, puisque la France est passée de la 7e place à la 10e place. Alors, ils ont différents critères. Il y a 74 critères regroupés en 7 catégories. À la dernière place, on a l'Azerbaïdjan. Après, on a des places un peu surprenantes. Par exemple, en 41e place, on a Monaco. Je pense que les situations sont pas tout à fait comparables entre Monaco et la Roumanie. Mais en moins, voilà, dans ce classement. Mais il y a des différentes raisons pour ces politiques hétéropatriarcales. Donc, quelquefois, tu as besoin, c'est le militarisme qui oblige, ou c'est le nationalisme, etc. Mais quelquefois, c'est la pureté de l'argent. Là, il y a une autre chose. Donc, je pense que les personnes LGBT ou le libre amour peut être dangereux, à la fois pour les fascistes, mais à la fois pour les grands capitalistes qui sont les cousins des fascistes aussi. Oui, c'est ça, parce que le capitalisme et le fascisme sont très cousins solubles ensemble, ils vont très bien. Ouais, mais que les modes de vie alternatifs, du coup, ça met en péril, effectivement, tout aussi les doctrines capitalistes. Tout à fait. Mais les modes de répression, c'est pas la même chose. Peut-être ils ne les mettent pas dans les tôles, ils ne le battent pas, peut-être, mais il y a des formes d'exclusion. Il y a eu vachement d'ouverture pour les droits des LGBT en Europe et dans le monde. Le mariage, l'accès, des ouvertures aussi dans la culture cinématographique, les séries. Moi, je me rappelle quand même à mon époque où quand il y avait un homosexuel qui arrivait dans une série, c'est qu'il avait un problème lié à son homosexualité. C'était pas juste parce que c'était un personnage lambda. Donc ça s'ouvre beaucoup plus. Moi, je vois mes jeunes patients et tout ça qui peuvent parler beaucoup plus librement. Les transidentitaires peuvent avoir de plus en plus la possibilité de s'exprimer aussi, de parler, d'assumer ce qu'ils sont sans être complètement jugés. Et au plus ça s'ouvre, au plus ça se ferme à certains endroits. On dirait qu'à chaque fois que quelque chose s'ouvre de l'ordre de l'ouverture et de la tolérance, il faut refermer une mâchoire quelque part ailleurs, quoi. Tu sais, rappelle-toi que les violences faites aux femmes, ça augmente quand les femmes s'organisent et se libèrent de plus en plus. Donc, quand il y a une ouverture, quand il y a une mobilisation, les pouvoirs utilisent des répressions. Et je pense que c'est une règle, ça, je pense. Parce que quand il y a une répression, ça veut dire qu'il y a une mobilisation, il y a une ouverture. C'est le cas de plusieurs pays, plusieurs contextes et plusieurs groupes sociaux, je pense. Par rapport au féminisme, on le voit bien parce qu'il y a plein de pays qui régressent complètement sur les droits de l'avortement, les États-Unis notamment, mais en Amérique du Sud aussi beaucoup, alors qu'en fait, on n'a peut-être jamais autant parlé du féminisme qu'actuellement. En Turquie, on fait ce classement de tous les groupes LGBT font ensemble. Ils donnent des médailles à des personnes ou à des pays, ou je ne sais pas, mais là, chez nous, c'est des personnes. C'est très ironique. Oui, et ils font des fêtes, mais graves, le plus homophobe de cette année. Pourquoi on n'organise pas je vois l'Azerbaïdjan. L'Azerbaïdjan vient
massacré les Arméniens. Et vous n'avez pas entendu, peut-être il y a quelques mois, plus de 100 000. C'est juste avant Gaza. Plus de 100 000. On doit faire des grandes choses, mais ironiques, etc. Tout le monde va venir. Parce que je crois que la dimension internationale manque dans les mouvements LGBT en Europe. Justement, on va pouvoir conclure effectivement des actions qu'on peut faire. Donc on voit la une. Et je pense pour moi, il faut vraiment être créatif et dépasser ce qu'on sait faire. Et mettre de l'humour, et mettre de la joie, et mettre de la couleur, parce qu'il nous reste que ça. Et puis peut-être aussi... rendre visible ce qui se passe. Rendre visible, informer, en parler. Se tenir chaud entre nous, en fait. Pas rester seul devant sa télé, son canapé, à recevoir ces informations. Parce qu'elles sont trop dures à gérer tout seul, parce qu'elles sont insupportables. Tu penses que toutes les organisations LGBT de France vont nous accompagner? Je pense oui. Je sais pas. En Oui, tout cas, ils sont sympas. On peut leur demander. Ils sont sympas, oui. On va leur demander pense. gentiment avec nos téléphone. Merci beaucoup, Pinar. Merci à vous. Merci, à vous. Julie. Merci. Merci, Voilà. Julie. Merci. À bientôt.